Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer. Merci beaucoup pour votre patience. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Certains n'ont pas pu être disponibles finalement à l'heure, mais en tout cas, ils sont impatients d'avoir qui pourra être envoyé par la suite. Juste le temps que le support. Puis voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous, et en tout cas, merci beaucoup d'être présents avec nous ce matin. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Mohamed Elboujadani, Product Director chez Lifen, en charge de la solution Curcol. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne tous, qui vous préoccupe sans doute tous, la certification HAS. Mais je vous rassure, on ne va pas aborder un cours théorique. L'idée étant de ce webinaire, c'est plutôt de vous partager un retour d'expérience concret, ancré dans le réel, avec deux professionnels de santé qui ont vécu de l'intérieur une transformation profonde de leur manière de préparer la certification et de répondre à des enjeux qui mobilisent jusqu'ici énormément de temps. Bien sûr, l'objectif de ce webinaire s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large. Nous partons aujourd'hui, en tout cas, il y a un constat, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille sur ces enjeux. Il manque encore trop d'espace d'échange concret entre des professionnels de santé pour partager des expériences utiles, actionnables, directement transposables sur le terrain. Et or, on le voit dans d'autres environnements, que ce soit des environnements d'entreprise en cours de transformation, on voit que ces retours d'expérience sont utiles, actionnables et directement transposables sur le terrain en tant que tel. Et donc, c'est précisément l'ambition, en tout cas, de cette série de webinaires, c'est de créer des espaces de partage concrets où l'on transmet des savoirs pratiques utiles et immédiatement mobilisables pour les établissements de santé. Et aujourd'hui, pour commencer, nous allons aborder des enjeux liés à la certification HAS. Et je parle bien des enjeux, étant donné que la certification HAS peut être très large. Nous allons pas chercher à tout couvrir, mais plutôt avancer étape par étape en partant du terrain. Et c'est pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir deux professionnels de santé qui ont profondément transformé leur méthodologie de préparation à la certification HAS, et notamment sur des sujets très concrets comme le suivi ambulatoire, et nous aurons l'occasion d'aborder d'autres thématiques. Et comme tout établissement, elles ont dû faire face à des difficultés réelles, comme la résistance au changement que vous devez sans doute tous connaître, la charge de travail des équipes, la difficulté à harmoniser les protocoles entre les services ou encore la gestion de la douleur post-opératoire sans dégrader la qualité ou l'expérience des patients. Et avant de leur passer la parole, une statistique pour planter un peu le décor. La traçabilité des soins est obligatoire depuis le 6e cycle de la certification HAS. Et aujourd'hui, on constate que pourtant à peu près 40% des établissements peinent encore à documenter systématiquement ces enjeux-là. Et en général, ce n'est pas un problème de volonté, mais plutôt un problème de méthode et d'outils. Et c'est exactement ce qu'on va essayer d'explorer pendant les 45 prochaines minutes. Et nous sommes trois ce matin. Donc Florence Brun, cadre de santé ambulatoire au GHI Le Rincy Montfermeil, qui va vous raconter comment les équipes ont vécu cette transformation sur le terrain, et le docteur Fanny Ayen-Manesh, responsable médicale de l'UQA, dans le même établissement, qui vous expliquera son approche clinique et la démarche de co-construction qu'elle a mise en place pour pouvoir justement révolutionner les protocoles de prise en charge dans son établissement. Et moi-même, qui a déjà beaucoup parlé, mais qui vais vous présenter un peu rapidement le contexte réglementaire pour qu'on puisse parler le même langage, et justement montrer comment les outils numériques peuvent répondre concrètement à tous ces enjeux. Donc, au programme, 30 minutes de présentation, puis 15 minutes de questions, et vous pouvez déjà envoyer vos questions dans le chat, on y répondra à la fin. Donc, avant de donner la parole à Florence et Fanny, un petit rappel sur le cadre réglementaire. Je ne vous apprends rien. Vous le savez, la certification HAS est un processus d'évaluation obligatoire tous les 4 ans, vous le vivez tous les 4 ans. Pour tout l'établissement de santé, et avec le 6e référentiel, les exigences se renforcent sur 2 axes majeurs que nous allons aborder aujourd'hui. Bien sûr, on aura l'occasion d'aborder d'autres axes, donc à savoir le parcours patient et la qualité prouvée, pas simplement déclarée. 3 objectifs essentiels des attentes en ambulatoire. Donc, l'objectif 1, le patient informé et impliqué. Ça, vous le savez. Est-ce que vos patients reçoivent des consignes préopératoires claires et tracées? Le suivi post-op est-il documenté? Les invitez-vous à évaluer leur expérience via eSatis? Donc ça, c'est essentiel. Et on verra justement comment Fanny et Florence ont pu révolutionner justement tous ces éléments. Le dossier patient est-il complet et accessible? Avez-vous la traçabilité?
de tous les échanges entre le patient et votre établissement. Les échanges avec les patients sont dorénavant d'ailleurs intégrés dans le parcours du patient traceur. Et enfin, élément essentiel qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines années, et justement aujourd'hui ce n'est qu'un début avec le nouveau référentiel et la version 2025 de la certification, c'est la communication et l'expérience qui est centrée sur le patient. Donc au menu personnalisation, accessibilité, instantanéité. Donc, est-ce que vous pouvez prouver que chaque patient a reçu, compris et appliqué ces consignes? Pourquoi c'est essentiel? Parce que cela implique 3 critères impératifs qui vont devenir non négociables et ils sont tous liés à un élément essentiel qui est le contact entre l'établissement de santé et le patient. Et parmi le premier critère, c'est la prise en charge de la douleur. Le patient doit pouvoir auto-évaluer sa douleur, ça vous le savez. Si elle dépasse un seuil, il faut qu'un protocole de remontée d'escalade puisse être documenté. D'ailleurs, on constate beaucoup dans beaucoup de rapports justement d'audit, certification en HAS, cette mention qui revient souvent, manque d'harmonisation de la prise en charge de la douleur, avec justement comme conséquence un manque d'anticipation de cette douleur. Deuxième critère essentiel, c'est le fameux contact J+1 à J+3. Donc, c'est un indicateur IQSS spécifique à chaque chirurgie ambulatoire. Vous savez que c'est un élément essentiel également dans les dotations de financement. Chaque patient doit être contacté dans cette fenêtre post-opératoire par téléphone, SMS ou consultation. Ce contact permet de vérifier en général, bon, vous savez, les techniques des patients. Désolé, j'ai eu un petit problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vraiment, navré. Du coup, je reprends simplement. On va faire au mieux. On a eu un petit problème technique. Je suis vraiment navré là-dessus. En tout cas, pour ces problèmes de connexion. Donc, justement, je m'étais arrêté dans contact J+1 à J+3, donc élément que vous connaissez très bien, en tout cas indicateur que vous connaissez très bien. Et qui va avoir aussi une conséquence parce que dans beaucoup de parcours patients, quand le patient déclare dans le ISATIS qu'il n'a pas reçu de contact, donc ça peut énormément dégrader en tout cas le ISATIS. Et on le voit dans pas mal de parcours et particulièrement en ophtalmologie, sujet qu'on adresse parfois avec pas mal d'établissements de santé. Les patients peuvent être revus en consultation et du coup, lorsqu'on leur demande dans les statistiques s'ils ont bien eu un contact en J+1, J+3, souvent ils répondent non, et ça peut avoir des conséquences quand même assez importantes sur les statistiques. Et enfin, dernier élément quand même essentiel, c'est la traçabilité générale, donc qui est l'une des conséquences justement de tous les éléments. Vous devez prouver ce que vous avez fait, pas juste l'affirmer. Donc, ce qu'il faut retenir pour finir là-dessus, pour ce cadre réglementaire, je passe la main au retour d'expérience de Fanny et Florence. La certification HAS ne mesure plus simplement ce que vous faites, elle mesure votre capacité à prouver et surtout à mettre en place une méthodologie d'amélioration continue. Et c'est là où les établissements qui peuvent avoir parfois une absence d'outils pour pouvoir justement avoir toute cette traçabilité peuvent être en difficulté, même si au quotidien, ils font leur travail. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des établissements qui ont réussi à répondre à toutes ces exigences sans augmenter les effectifs, en améliorant à la fois la satisfaction des patients et les conditions de travail des équipes, et c'est ce qu'on va voir. Et c'est le cas du CH Le Raincy Montfermé. Et pour comprendre comment ils sont arrivés, je vous propose qu'on parte de vraies difficultés que vous rencontrez, qu'ils ont rencontrées, c'est-à-dire la résistance au changement, surcharge de travail, harmonisation des protocoles, gestion de la douleur et manque d'outils. 5 obstacles concrets, et justement, on vous fournira une boîte à outils à la fin pour voir comment ils ont pu y répondre. Et pour chacun, Florence et Fanny vont vous expliquer comment elles ont surmonté ces difficultés. Florence,
Je te passe la parole, j'ai peut-être un peu trop parlé déjà. Donc, du coup, bonjour tout le monde. J'ai Achille Montfermé, peut-être te présenter rapidement et nous rappeler justement, avant de nous expliquer là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire comment ça se passait concrètement avant, la traçabilité, les appels J-1, les appels du lendemain et ainsi de suite, et surtout la préparation des fameuses certifications HS. Donc, déjà, je me présente. Je suis donc Florence Brun, je suis cadre de santé à l'UHCA de l'hôpital de Montfermeil, au sein du Grand Paris Nord-Est, donc qui comprend 3 hôpitaux, donc Aulnay, Montfermeil et Montreuil. Voilà, donc moi maintenant, Mohamed me demande de zoomer un petit peu sur ce qui se passait avant. Donc, c'est une structure de 20 places qui a été ouverte en mars 2023. Et donc, suite à ça, donc, on avait un fonctionnement un petit peu, on va dire, pas très moderne. Et donc, il était nécessaire d'appeler les patients. Alors, pour nos agents d'accueil qui appelaient les patients, c'était 30 patients en moyenne appelés tous les jours avec toutes les consignes post-opératoires. Donc, vraiment, c'était très chronophage, il faut le dire. Ensuite, j'avais mes infirmières qui, en post-opératoire, avec l'obligation du rappel du lendemain, en post-op, me disaient on a 30-32 patients à rappeler. C'était en moyenne 1h30 à 2 heures de temps passé pour une infirmière à rappeler les patients. Ensuite, en termes de traçabilité, c'était embêtant parce que c'était dans un tableau Excel. Des fois, c'était avec le papier et le crayon. Enfin, voilà. Et il y avait donc un manque de traçabilité. Et puis, on avait des tâches manuelles répétitives. Donc, ça, c'est important. Et on avait, surtout à l'accueil, trop d'appels qui n'étaient pas pertinents. Donc, ça, c'était vraiment très, très embêtant. Et on avait donc on avait besoin de moderniser notre service. Voilà. Et puis, il y a aussi les enjeux organisationnels, avec une pression sur l'ambulatoire, avec cette pression de faire 80% d'ambulatoire. On le connaît tous en tant que cadre, et surtout en ambulatoire. Voilà. Effectivement, donc un cadre, en tout cas, une expérience et un constat qui revient très souvent. Donc, souvent, beaucoup d'établissements font les choses avec les moyens dont ils disposent, de façon très artisanale, et finalement, une pression ambulatoire. Peut-être on pourra aborder quelques chiffres sur justement ton service. Je pense que ça peut énormément intéresser les participants d'aujourd'hui. L'idée étant d'être très concret, de savoir de quoi on parle. Donc, un peu plus de 15 000 séjours par an, un peu plus de 8 000 patients. Oui. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le patient le plus jeune, donc 1 an et demi, on va jusqu'au centenaire. Est-ce que justement, tu peux un peu plus nous parler de ces chiffres-là, nous présenter plutôt ton service ambulatoire, l'activité ambulatoire et justement cette volonté de ton établissement de croître et qu'est-ce que cela a impliqué opérationnellement? Et est-ce que tu as anticipé justement tous ces chiffres-là initialement? Alors moi, je vais vous parler un peu de chiffres, mais c'est une unité qui a 20 places et on accueille jusqu'à 43 patients jour. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est important. Sur l'hôpital de Montfermeil, si je zoome, on a un taux de chirurgie ambulatoire. Alors ça, c'est des recueils de chiffres Visuchir. C'est 61,08%. Donc c'est quand même assez honorable, on va le dire, puisque on est sur la fourchette entre 60 et 80%, qui est la dernière fourchette. Okay. En termes d'indicateurs de performance, je l'aime bien cet indicateur, il est de 16,09 pour une médiane à 21,25. On peut s'améliorer et on le fera. On est très positif là-dessus, mais c'est bien. Et ensuite, on a un indice de réhospitalisation à 7 jours de 1,04 pour une médiane à 0,86, ainsi qu'un taux de réhospitalisation à 30 jours qui est de 0,9. Donc, il est vraiment bas. Voilà. Et du coup… l'objectif national, je le répète, étant de 80% de taux d'ambulatoire. C'est important de le répéter. Fanny, en tant que responsable justement de l'UCA de ton établissement, est-ce que tu as senti des sceptiques au départ parmi les médecins, parmi les équipes, aussi au vu, j'allais dire peut-être des inquiétudes qu'il peut y avoir sur ton territoire, dans le 93 ? Comment tu as vécu ça et justement en tant que responsable, comment tu as pu entamer une vraie démarche de transformation ? Alors, effectivement, au départ, au vu du secteur, on s'est dit que, tu vois, l'âge du patient le plus élevé était à 100 ans. On s'est dit qu'ils allaient avoir du mal à lire les SMS, à adapter ce support de chatbot. Et en fait, on se rend compte que tous les patients, et même les plus âgés, adorent ce système. En fait, ils y adhèrent. Ça permet en plus d'avoir une traçabilité et une meilleure compréhension des patients, puisqu'en fait, initialement, comme l'a dit Florence,
c'était via des appels. Alors, si le patient avait donné son numéro, le numéro de sa fille, ce qui se passe, c'est que souvent, il donne le numéro d'un membre de la famille. Donc, il n'y avait aucune traçabilité. Puis, il ne se souvenait pas de beaucoup d'infos. Là, on a quand même ce support écrit. Les patients peuvent le relire, peuvent le traduire eux-mêmes via Google Translate, ou alors le montrent à un membre de la famille. Et en fait, globalement, là, l'adhérence est à 100%. Et même encore maintenant, il y a des personnes qui nous demandent « Mais non, mais attends, tu penses que ça va marcher ?» Et on leur répond « Oui, ça marche super bien. » Okay. Les patients adorent. Et justement, donc, deuxième difficulté concernant justement tes équipes, je vois qu'il y a déjà quelques premières questions dans le chat. On va y répondre justement à la fin des sessions de questions. Et je pense que déjà, au fil de la discussion, il va y avoir une part, en tout cas, des réponses qui seront apportées. Fanny, effectivement, dans quel territoire sur lequel souvent il peut y avoir des réticences, on a peur que nos patients puissent être engagés dans, en tout cas, changer la pratique, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude qu'on les appelle, pouvoir digitaliser la communication, standardiser du coup les protocoles dans un établissement comme le tien, où les médecins ont leurs pratiques, leurs habitudes, où les infirmières ont également leurs habitudes. C'est souvent là où ça coince, ce qu'on a pu constater. Et comment tu as réussi justement à fédérer tout le monde autour d'une approche commune? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réunis en équipe pluridisciplinaire. Chaque chirurgie, donc on a plusieurs chirurgies, globalement de la chirurgie gynécologique, de la viscérale, de l'orthopédie, plein d'autres chirurgies, je ne vais pas tous les citer. Et donc, le but était d'harmoniser les pratiques. Et on s'est réunis avec des référents par spécialité et on a mis en place des procédures, des protocoles pour chaque chirurgie, chaque spécialité. Alors, ça a été assez rapide, mais ça a permis à ce que les pratiques soient vraiment harmonisées. On ne se perd plus dans les informations. Ça ne va pas être en fonction du docteur X. Lui, il préfère faire comme ça. On va lui donner cette ordonnance-là. Non, vraiment, maintenant, tout le monde a les mêmes ordonnances, ce qui permet de faciliter la prise en charge, également de l'améliorer, puisqu'en fait, il n'y a plus d'erreurs et donc, en fait, c'est quand même beaucoup plus fluide. Ok. Et peut-être un peu plus dans le détail sur la méthodologie, par exemple, pour fixer les seuils, parce qu'en général, d'une chirurgie à une autre, d'une pratique à une autre, et ainsi de suite, les médecins ont souvent l'habitude de fixer leur propre seuil d'alerte. Comment tu as réussi justement spécifiquement à gérer ces enjeux de seuil de la douleur? Comme on disait, aujourd'hui, il y a un vrai besoin de pousser les établissements à anticiper la prise en charge de la douleur, à harmoniser les protocoles. Quelle a été ta méthodologie et ton approche? Donc, en fait, la méthodologie était très claire. On a pris en charge tous les supports en fait, de la HAS et des sociétés savantes de chaque chirurgie, chaque spécialité. Et en fait, on a mis en place en fonction des sociétés savantes et de la HAS des seuils en fait, qui étaient déjà prédéfinis. Et concernant la douleur, on a également mis en place des supports pour l'analgésie. Donc, les patients ont des ordonnances types avec lesquelles ils sortent. Et ensuite, le chatbot va, en fonction de ces ordonnances, leur dire s'ils ont mal. On va avoir une alerte. Et donc, l'infirmière va rappeler le patient pour lui dire ce qu'il faut faire, puisque l'infirmière elle aussi, sait très bien le protocole et elle va tout mettre en place avec le patient. Et alors, Florence, parce que je vois il y a une question peut-être qui peut énormément te parler. Justement, on dit, il y a monsieur Lamoury, donc Sébastien, qui pose la question. La traça, ça ne se fait pas dans le DPI, point d'interrogation. Justement, qu'est-ce qui a changé pour tes équipes et surtout les infirmières? Comment on passe justement dans un état dans lequel finalement la traçabilité peut être faite de façon très artisanale, où ça prend énormément de temps, à aujourd'hui concrètement, comment ça se passe pour les infirmières, l'avant et l'après? Ce serait intéressant que tu fasses ce comparatif, parce que je pense que ça pourrait énormément répondre justement à cette interrogation. Alors, avant, c'est vrai que c'était aussi c'était un petit logiciel sur Excel. Voilà, donc elles rentraient leurs données quand elles avaient interrogé les patients. Il y en avait 30, donc c'était vraiment fait un petit peu rapidement, parce qu'elles dépassaient déjà 1h30. Maintenant, c'est l'utilisation de PureCall, c'est direct, c'est tactile, c'est vraiment… pour nous, c'est formidable. C'est vrai qu'elles tracent tout ce qu'elles font. Et en plus, je pense que ce qui est bien, c'est l'horodatage. C'est-à-dire qu'on trace, il y a la date, il y a l'heure, et il y a le nom de la personne qui fait ça. Donc, franchement, et tout le monde, toute l'équipe peut consulter
en temps réel la traçabilité. Et ça, c'est formidable. Voilà, tout le monde se connecte, tout le monde a été formé. Et là, la traçabilité, l'horodatage est là. On sait qui a fait quoi et à quel moment et quand. Et où. Effectivement. Et donc, justement, tu décrivais la situation et le constat que tu avais initialement sur le fait que vous avez une activité qui était en train de croître, devoir faire plus avec moins de moyens, en tout cas équivalent, qui est une réalité aujourd'hui de beaucoup d'établissements de santé. Justement, la préparation des certifications HAS, ça se faisait comment? Et surtout, comment tu préparais des fameux dossiers du patient traceur? C'était un petit peu fait de manière un peu empirique, on va le dire. On préparait nos dossiers avec notre papier, notre crayon, et puis ça se passait comme ça. Donc, c'était très long, très chronophage. Voilà. Okay. Et là, depuis, ça va être beaucoup plus facile. Pour retrouver un patient, pour retrouver ce qu'on lui a fait. On a tout son passage. Donc, c'est très intéressant pour nous. Okay. Et Fanny, ton côté, justement, sur la harmonisation des protocoles pris en charge, justement, il y a quelques chiffres, justement, douleur moyenne déclarée, le pourcentage des symptômes par patient et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a réellement changé pour toi et pour tes équipes, justement, par rapport à ces indicateurs? Et comment tu pilotes la qualité des soins versus avant? Moi, il faut savoir que je suis également coordinatrice de la gestion des risques associés aux soins et donc je travaille avec le service qualité. Et en fait, c'est très intéressant de savoir que avec CureCall, en fait, on reçoit des messages d'alerte. Donc, on n'appelle plus les 30 patients. Je ne sais pas si ça a été quand même... faut être un peu plus exhaustif. En fait, on ne rappelle plus les 30 patients, on rappelle les patients qui donnent des signaux d'alerte. Donc, ces signaux d'alerte, c'est en fonction de la douleur, des nausées, du saignement anormal. On a mis en place des seuils selon les recommandations des spécialités et de la HAS. Et donc, par exemple, un patient qui ne va pas être douloureux, donc n'aura pas cette alerte J+1, donc l'infirmière ne l'appellera pas, mais le patient qui va être douloureux, il y a une alerte qui va s'enclencher via le système CureCall. Et donc, les infirmières vont rappeler ce patient et voir avec lui. Si besoin, c'est qu'il n'a pas bien pris ses traitements et dans ce cas-là, il le prend. Et si on voit qu'en fait, il est toujours douloureux, dans ce cas-là, les infirmières le rappellent et lui disent de venir aux urgences si besoin. Et en fait, s'il n'est plus douloureux, c'est que ça va. Et donc, ce qui montre, en fait, ce qui est bien, c'est que là, on ne perd plus d'informations, on ne perd plus de patients, parce qu'en fait, sur les 30 à 40 patients qu'il fallait rappeler, il n'est pas dit qu'on en oubliait un ou deux, parce que on sait ce que c'est que le métier des paramédicaux, avec les interruptions de tâches, parce qu'en fait, en même temps qu'elles faisaient l'appel, en fait, c'était des infirmières qui étaient postées, donc il y avait également leur travail d'infirmière, d'aller perfuser, donner des traitements. Et c'était fastidieux. Je me mets à leur place, je pense que c'était fastidieux de rappeler 30 à 40 patients. Là, globalement, elles en rappellent 4. Voilà. Plus ceux qui ne répondent pas. Si un patient ne répond pas à CureCall, on l'appelle par excès. Et alors, on a beaucoup parlé justement indicateurs de qualité et ainsi de suite. Est-ce que tu as senti une évolution côté patient dans la perception des soins et dans la façon dont les patients justement vivent cette nouvelle prise en charge? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Est-ce que tu sens une évolution par rapport à ça? Alors, nous, on a des avis, via CureCall, on a des avis Google collectés depuis un an parce que à la fin de l'envoi des SMS, on leur propose de mettre un avis Google. Alors, ils veulent ou ils ne veulent pas. Et en fait, avec le service qualité, on s'est rendu compte que grâce à ces avis laissés sur le service de chirurgie ambulatoire, on a remonté les notes de l'hôpital de Montfermeil. Parce que globalement, la moyenne des notes est à 8,16 pour le service ambulatoire. Avant, il n'y avait pas autant d'avis Google. Là, grâce à l'envoi systématisé d'une demande d'avis, et en plus, les patients, globalement, sont quand même bien pris en charge et se sentent écoutés, on a effectivement le service qualité qui nous a envoyé des mails, le directeur de l'hôpital également, pour nous dire que c'était incroyable ces avis Google. Et donc, on lui a un peu expliqué comment c'était possible et ils en étaient très contents. Effectivement, alors souvent, il est abordé dans pas mal de territoires où il peut y avoir des enjeux sociaux forts, et particulièrement dans le 93.
Ce qui ressort ici, c'est que ce qu'on voit dans les chiffres que vous avez pu consolider, c'est qu'une moyenne de 9,7 sur 10 de notation en moyenne, en tout cas des patients, avec un peu plus de 2800, en tout cas, avis collectés en moins d'une année, ce qui est quand même assez important en termes d'engagement. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'il y a un lien, selon toi, entre harmonisation des protocoles et mise en place des résultats de satisfaction? L'idée étant toujours de s'inscrire justement dans ce nouveau critère de certification HS. On oublie en général ce lien entre le fait, plus on harmonise, mieux on maîtrise la prise en charge justement de la qualité des soins et plus on a de la satisfaction. Comment tu l'expliques justement? Est-ce que pour toi, il y a un lien et comment tu pourrais… L'harmonisation des pratiques fait qu'en fait, au bout d'un moment, globalement, il y a moins d'erreurs. Tout le monde connaît à peu près les procédures, c'est tous les mêmes. On n'a pas à appeler un chirurgien pour savoir comment lui veut prendre en charge le patient. Tout le monde s'est mis d'accord puisqu'il y a un référent par spécialité et l'infirmière a moins de travail, elle prend la procédure, elle sait ce qu'elle doit faire et si vraiment elle voit que ça ne colle pas, bien évidemment, elle va appeler le médecin qui a pris en charge le patient. Mais en fait, tout ça, ça permet de fluidifier la prise en charge des patients, d'accélérer sa prise en charge. Et donc, on ne le fait plus attendre en lui disant « Attendez, on vous rappelle, il faut que je vois avec ce médecin ». Globalement, les infirmières savent à peu près les prises en charge. Et bien sûr, s'il y a besoin, elles rappellent, mais ça devient beaucoup plus rare. Donc, si je comprends bien, il y a vraiment, on voit qu'avec les indicateurs, en tout cas les indicateurs cliniques qu'on avait montrés précédemment, donc qui se font, en tout cas qui peuvent être aujourd'hui captés à travers une harmonisation des protocoles de prise en charge. Et cela a un effet vraiment direct sur ce que vit le patient. Et comme ce que vit le patient a tendance à s'améliorer, on sait exactement qui rappeler quand on rappelle les bonnes personnes au bon moment, quand l'information est bien transmise en amont, le patient donc le ressent en tant que tel et ça se mesure en effet. Et peut-être, donc au-delà, je pense que derrière ce qui se cache derrière les avis Google, en tout cas l'amélioration de la perception des soins sur les outils des réputations, parce que ça dépasse Google. Peut-être Florence, de ton point de vue en tant que cadre, justement en charge justement des opérations de soins, comment tu optimises l'organisation, ainsi de suite, etc. Quand on regarde, vous avez été un peu plus loin, parce que tous les avis qui ont été remontés par les patients sont analysés, qui puissent être négatifs à des fins d'amélioration ou positifs en tant que tels. Est-ce que tu pourrais un peu nous les commenter et nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui a changé un peu pour toi, qui vous permet aujourd'hui en tout cas de vous améliorer? Alors bon, je vais repartir sur les diapos. Enfin, les points forts, on a des mots qui sont plus associés au retour positif. On va parler du positif, on parlera du négatif après. Donc, on a du bien, du parfait, personnel, prise en charge, accueil. Donc oui, c'est vrai que ça confirme la satisfaction liée à la qualité humaine, une bonne perception du parcours global, on est d'accord, une reconnaissance du personnel, ça c'est important, et une expérience humaine valorisée. Donc après, c'est vrai que Curcol, on a souvent des retours comme quoi c'est une amélioration de l'information pour le patient et qu'il y a le côté pense-bête qui est très intéressant pour eux. Ils sont très contents parce qu'ils ont plein d'informations en préopératoire sur ce qu'ils doivent faire, sur la douche préopératoire, ils ont un petit film, ils ont une petite vidéo, ils ont des informations par exemple sur des examens de type endoscopie, coloscopie, fibroscopie, donc ils peuvent aller voir tout ça. C'est assez ludique, voilà, et donc ils participent, donc on les fait participer activement et on leur donne de l'autonomie. C'est important de donner de l'autonomie aux patients. Donc on n'est pas acteur simplement de sa formation, mais on est acteur de sa prise en charge. Et ça, c'est ce qu'on a voulu développer. Voilà. D'accord. Donc, avec, bien sûr, Curcol, c'est la réduction de la charge administrative pour notre personnel d'accueil. C'est aussi une fiabilisation du recueil des données préopératoires. On a tous les traitements, ceci, cela. Enfin, c'est très intéressant. Et puis, pour nous, franchement, à l'accueil, c'est la diminution des appels non pertinents. Parce qu'avant, il y en avait énormément. C'est quoi les appels non pertinents pour toi, juste Un appel non pertinent, c'est un patient qui va vous dire j'ai pas reçu mon heure de convocation, par exemple. D'accord. Alors là, on les rassure, on leur dit voilà, vous inquiétez pas, à 14h, vous allez recevoir votre heure de convocation. Bon, ça peut être aussi écoutez, j'ai pas bien compris ce que le médecin m'a dit lors de la consultation et je ne sais pas comment je dois faire mon régime sans résidu ou comment je dois prendre ma préparation pour une coloscopie.
Voilà. D'accord. Ça, c'est des appels non pertinents. Alors que si vous avez des vidéos, si vous avez de l'information, bah là, c'est beaucoup plus facile. Je comprends mieux la notion de pense bête. De pense bête, voilà, c'est Effectivement. important pour le patient de savoir Ok. qu'il doit être à jeun à partir de telle heure. Encore ce système de redatage, j'y tiens. Et puis, c'est quelque chose qui est important parce que là, on le voit, et je vais repartir sur les chiffres, je suis la spécialiste des chiffres. Pour 2023, on avait 3000 appels sortants qui étaient passés par notre équipe et on est passé en 2024 à 624. Donc, c'est vraiment, on voit bien que c'est un outil très intéressant et ça nous libère du temps soignant, ce qui est important pour des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc, on pourrait presque dire que vous êtes passé un peu du ressenti au pilotage. Tout à fait. C'est ça. On a également une traçabilité de l'information qui est importante dans le sens où parfois, avant, les patients arrivaient tard, ils arrivaient à midi et ils disaient « j'ai pas compris, je pensais que j'étais convoquée à midi ». Alors ça nous est arrivé. Hein. Et là, maintenant, avec le système des SMS et de la traçabilité de l'information, en fait, on a le SMS qu'il a reçu en lui disant « Mais attendez, il y a écrit convoqué à 10h ». Et donc là, en fait, alors plusieurs fois, les patients nous ont dit « Ah, oui, c'est vrai ». Donc là, on a vraiment une bonne traçabilité et c'est agréable aussi de dire au service d'accueil comme quoi elles nous disent « Mais je lui avais vraiment dit ça ». Et là, voilà, on a la preuve de ce qu'on avance. Justement, il y a une question qui est posée, j'en profite pour être un peu plus didactique. Là-dessus, est-ce que l'ensemble des éléments recueillis en pré- et post-opératoire remontent automatiquement dans le DPI et est-ce que le nécessaire est fait manuellement? Je pense que, alors manuellement, non, parce que tout est fait automatiquement, étant donné que justement… Manuel, on fait rien, on est dans le… Oui, puis c'est remonté dans le DPI. Oui. Effectivement, je confirme, on en parlera un peu plus tout à l'heure également dans la session de questions-réponses, toutes les informations, c'est-à-dire que même les consignes qui ont été données, elles sont remontées dans le DPI. Donc, il y a vraiment une traçabilité absolue de tous les éléments qui ont été communiqués aux patients. L'idée étant justement, ce qui change réellement radicalement dans les nouveaux critères de certification HAS, c'est qu'il ne suffit plus simplement d'avoir donné des consignes aux patients. L'idée, c'est d'aller plus loin. J'ai donné des consignes aux patients. J'ai fait en sorte de savoir si mon patient a bien compris les consignes et potentiellement les a appliquées. Et c'est là où potentiellement, justement, toute la méthodologie que vous avez mise en place, ça a été vraiment une rupture par rapport à ce qui se fait en temps normal. C'est le fait de dire, voilà, on communique l'information, on la trace et surtout, comme on harmonise, du coup, l'information est assez bien, est assez bien harmonieuse par rapport à l'ensemble des protocoles et des patients qui sont censés la recevoir. Je vois que le temps file très vite. Donc, ce que je ressens, c'est que, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce que Florence et Fanny nous montrent ici, c'est que, en tout cas, c'est quelque chose de fondamental. La satisfaction n'est pas un résultat qu'on subit, c'est un résultat qu'on construit et qu'on pilote. On a beaucoup parlé de ça, de passer du ressenti au pilotage, en tout cas à condition d'avoir les bonnes données pour savoir où agir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous savez où agir, comment améliorer le service et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui a permis en tout cas la traçabilité numérique absolue. Je parle bien de la traçabilité absolue parce que l'enjeu, ce n'est pas simplement de dire on a eu un contact, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été échangé, ainsi de suite. Et c'est ça, passer du ressenti au pilotage, c'est ce que demandent en tout cas les nouveaux critères de la certification HAS. Alors simplement, on va bientôt passer aux questions-réponses et ainsi de suite. Donc Fanny, alors il y a une question sur le nom de DPI, mais on pourra voir les questions par la suite. Ce que Florence et Fanny viennent de partager, ce n'est pas un cas isolé. Je pense que vous avez été nombreux à vous reconnaître là-dedans. C'est le reflet d'une réalité, en tout cas que moi, je connais depuis très longtemps. Ça va faire 15 ans que je travaille sur ces enjeux de communication de patients, qui aujourd'hui sont des enjeux structurels pour les organisations médicales. Et ce que j'observe systématiquement, c'est quand on lève ces obstacles, la surcharge de travail, le manque de traçabilité, l'hétérogénéité des pratiques ne deviennent plus simplement des enjeux techniques, mais en tout cas, ça devient, en tout cas, ça a une implication sur l'organisation de tout l'établissement en tant que tel. Et les équipes retrouvent du temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous passez quand même en moyenne entre 2 à 3 heures économisées sur l'ensemble, que ce soit sur les appels pré et post. Les patients se sentent mieux accompagnés et les audits deviennent finalement plus une formalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui parce que les préparations des certifications HAS à blanc, en tout cas, sont quasiment plus une nécessité pour vous, étant donné que le travail est fait en amont.
Et justement, quelques mots sur Curcol, parce qu'on a beaucoup abordé sur ce qu'on fait concrètement. Donc, Curcol est une solution qui permet de sécuriser et d'automatiser toute la communication. Donc, le patient est accompagné étape par étape, reçoit systématiquement les bonnes consignes pour toutes ses préparations, quelles qu'elles soient, sa convocation, son suivi post-op qui est fait de façon automatique, et on va jusqu'à recueillir également la satisfaction des patients, soit pour pouvoir qu'elle puisse être analysée ou l'encourager également à participer à l'enquête ISATIS. Tout ça par SMS ou par RCS. Et pour ceux justement qui sont intéressés, on pourra très bien vous présenter un peu plus dans le détail justement l'outil en tant que tel. Et élément essentiel, parce que ce que dit en tout cas les différentes notes de la HAS, c'est que le mode de communication est élargi, donc au SMS, et c'est là où justement le SMS a un taux d'engagement très élevé qui explique l'impact organisationnel assez fort que vous avez, du coup, qui vous permet de mieux préparer la certification. En conclusion, donc, 3 piliers à retenir de ce webinaire et en tout cas de cette première thématique que nous avons abordée pour vous aider à mieux préparer votre certification HAS. Automatiser les contacts, donc c'est une obligation. En tout cas, automatiser. Tracer les contacts est une obligation et du coup, les automatiser, ça peut vous aider. Tracer chaque interaction de manière horodatée et exploitable, de façon à pouvoir produire des indicateurs de qualité, comme l'a fait justement Fanny et Florence dans leurs équipes. Et enfin, détecter les situations à risque avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Et c'est exactement ce qu'a mis en œuvre le GPNE, avec des résultats qui sont là, une amélioration de la satisfaction qui est incroyable. Et c'est fort de cette expérience terrain qu'aujourd'hui, on vous partage justement cette petite boîte à outils. On va vous en partager pas mal des boîtes à outils en co-construction, donc à la fois avec les équipes du GPNE et également d'autres équipes. Vu que nous avons suivi un peu plus d'1 million de patients, on a bâti une méthode simple et efficace pour lever ces obstacles. Une solution simple et efficace, 5 obstacles à lever. Et parmi ces obstacles, donc, vous avez justement la résistance au changement. Et justement, tout à l'heure, Fanny parlait du fait d'avoir une méthode progressant étape par étape et également une méthode spécifique que nous avons construite pour pouvoir modéliser n'importe quel type de parcours ou enjeu de communication patient qu'on appelle conversationnel UX. Désolé pour l'anglicisme, mais j'avais du mal à trouver l'équivalent français. La charge de travail aujourd'hui qui est l'un des freins, et on se rend compte que harmoniser les protocoles automatisés permet de libérer du temps quand même qui est assez important. Homogénéiser les pratiques en tant que telles, justement avec toutes les difficultés que ça peut avoir quand justement chaque praticien a sa façon de faire, c'est tout à fait possible. Enfin, tout ce qui relève de la traçabilité et de l'automatisation, avec comme conséquence souvent un manque de traçabilité, et tout ça, c'est possible, et en tout cas, le GPNE l'a fait, et bravo, en tout cas à vous, Fanny et Florence, et merci pour ce partage. Et du coup, avant de passer donc aux questions, je vous laisse avec 4 messages à retenir de ce webinaire. La certification HAS version 2025 impose une traçabilité renforcée, n'oubliez pas. Le retour de l'expérience du GPNE montre qu'on peut conjuguer qualité, efficience et bien-être des équipes, et ce n'est pas un compromis, au contraire, c'est une opportunité. 3e message, les solutions numériques, quelles qu'elles soient, permettent de répondre aux exigences HAS. Au contraire, elles allègent les équipes, et ça, c'est important de le retenir. Et du coup, si vous voulez échanger sur votre situation spécifique, justement, on passe à la session de questions-réponses. Merci à Fanny et à Florence encore pour ce témoignage authentique et précieux. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir été là. Et on passe maintenant aux questions. Est-il possible de connaître le nombre de DPI? Le dossier patient, je ne sais Ouais. pas. Je n'ai pas de. Le DPI. Le DPI. DPI, ouais, vous êtes sur. On est sur Crossway. Crossway. Actuellement, mais on doit passer normalement sur HM, mais certainement en fin d'année 2026, peut-être début 2027. Ok, d'accord. Okay. Donc Crossway et HM bientôt. Oui, ça va changer. Et pour les outils de planification, vous utilisez quoi? Alors, nous, on est sur toujours Crossway. C'est une fonctionnalité qui s'appelle USB2. Rendez-vous et hébergement. On héberge et on prend aussi des rendez-vous pour tout ce qui est programmation de l'opérateur. Très bien. Je me permets de prendre la question de M. Elamori. Donc, la traçabilité dans le DPI, donc c'est un document PDF qui arrive donc au fur et à mesure. Donc, c'est des règles qui sont décidées par l'établissement qui décident à quel moment le DPI, en tout cas le PDF remonte. Et c'est un document par séjour. Donc, c'est-à-dire qu'un patient qui a été pris en charge d'une date à une autre, donc entre le moment où il est planifié, donc où son séjour est créé dans le système, et le moment où, en tout cas, on mesure la satisfaction et l'appel du lendemain, ça constitue un seul document de traçabilité. Si le patient a plusieurs séjours, il aura plusieurs documents. En combien de temps on a mis en place la méthodologie? L'adaptation était-elle rapide, surtout pour les équipes? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé parce qu'il y a des petites formations actions. Donc, sur le terrain, on a même fait des petits, à 15 heures, on se faisait des goûters café.
Ok, Pour, très intéressant. À retenir. Non, mais à retenir, effectivement, ça permet de gamifier. Vous savez, les équipes, elles avaient des interrogations, il y avait des choses qui ne se passaient pas toujours bien quand on a commencé, et donc il y avait plein d'interrogations. Donc c'était comme une manière de démystifier un peu l'outil, parce que c'est vrai que ce n'est pas notre cœur de métier, comme je le rappelle, et c'était bien de faire ça. Puis beaucoup de débriefing avec les médecins qui étaient des médecins référents, hein, en endoscopie, en chirurgie, partout, quoi, même en cardiologie, on a fait ça avec. Et donc, c'est une co-construction. Voilà, on fait des réunions d'équipe en pluridisciplinaire, et ça, c'est important. C'est-à-dire que tout le monde participe, de l'agent d'accueil à la secrétaire, à l'aide-soignante, à l'infirmière, au cadre, au médecin, au chirurgien. Il faut que tout le monde participe. C'est normal. Il y a vraiment un alignement. Ah ouais. J'ai une autre question donc, de Laetitia qui dit, lorsqu'un patient fait un retour SMS, l'alerte revient sur le DPI directement? Oui, ça revient sur le DPI directement, puis ça revient aussi sur ce qu'on appelle notre tableau de bord. Tableau de bord Curcol. Curcol, ouais, voilà, tout à fait, avec les alertes. Effectivement. Et voilà. Il y a effectivement, pour donner un peu plus de précision sur comment le système et la méthodologie qui a été mis en place. Donc, systématiquement, les infirmières ont un tableau de bord, donc très simple à utiliser avec un système d'escalade, et elles ont la liste des patients à recontacter, donc qui remontent dans le système, et par la suite, ça remonte dans le DPI. Donc, elles n'ont pas forcément besoin de se connecter directement au DPI. Elles disposent d'une tour de contrôle très simple qui est disponible sur tous les postes chez vous. Oui, sur tous les postes. Et voilà, et qui permet d'améliorer, c'est-à-dire de passer du Excel finalement à une tour de contrôle intelligente et qui interagit surtout avec tous les systèmes de l'établissement de santé. Donc, par exemple, il faut savoir que donc il y a le service du HCA. Donc en semaine, c'est des infirmières de l'équipe du HCA. Qui est une équipe d'infirmières. Et le week-end, donc en fait, l'UHCA est fermé. Et c'est la salle de réveil du bloc central où les infirmières ont été également formées, c'est des infirmières de SSPI, qui vont accéder à ce tableau de bord et qui rappellent les patients. Donc là, elles n'en ont plus que globalement entre 3 et 4 à rappeler, alors qu'en fait, le week-end, avant, elles en appelaient 30. Donc voilà, tout le monde a été formé et quand on avait un problème, on appelait Mohamed. Il y a une équipe support qui est dédiée, effectivement. Qui répondait très rapidement. Il y a une continuité qui est assurée, c'est-à-dire que c'est pas, même malgré l'ouverture de la structure du lundi au vendredi, on voit que pour les patients du vendredi, ça va être assuré par les infirmières de la salle de réveil du bloc central. Et cette continuité, elle est importante. Okay. Voilà. Et puis ça motive tout le monde. Okay. Voilà. Il y a une question justement de M. Lamory qui dit « Comment on choisit le canal de communication? On demande au patient sa préférence ?» Ça se passe comment aujourd'hui? Est-ce que lorsque vous recueillez le consentement du patient, ça se passe comment? De toute façon, vous lui présentez la méthodologie que vous avez mise en place. Il n'y a pas plusieurs canaux. Aujourd'hui, il y a un seul canal. Il y a un seul canal. Okay. Alors, peut-être, M. Lamory, un petit élément. Comme je vous disais, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille sur ces enjeux, justement, de portail patient, applicatif et ainsi de suite. Ce qu'aujourd'hui, la littérature retient, c'est que les canaux conversationnels, comme le SMS, sont en tout cas les canaux qui ont le taux d'engagement le plus élevé. Et donc, depuis là, en tout cas, l'avènement du SMS et surtout aujourd'hui du RCS, qui est un peu l'équivalent de WhatsApp dans l'espace SMS avec justement tous les bénéfices de protection des données cryptées de bout en bout, sont les canaux qui ont le taux d'engagement le plus élevé. Et c'est en ce sens où, effectivement, je pense que le GPNE a choisi ce canal, étant donné qu'il y a beaucoup moins de ruptures. Pas besoin de créer un compte. Finalement, les patients sont systématiquement, ont l'habitude déjà d'échanger justement par SMS en tant que tel. Donc, on fait simplement réinvestir un canal déjà existant en tant que tel. C'est ça. Alors, pour le recueil des informations de téléphone, il faut le saisir en plus dans Curcol où les numéros sont directement déversés via le DPI à Curcol. C'est déversé directement via Curcol dans le DPI. Effectivement. Ouais, aujourd'hui, on est connecté avec la quasi-totalité des DPI des outils du marché existants. Donc, systématiquement, les données sont remontées. Donc, à la fois à partir du DPI, de la GAP et également donc, 3 flux. Donc, les flux ADT, les flux ORU pour les techniciens et les flux SIU pour les rendez-vous. Donc, voilà, tout simplement, ça permet de couvrir l'ensemble des remontées des données. Donc, il n'y a pas de double saisie, je vous confirme. Et je pense que Florence et Fanny pourront également confirmer. Non, il n'y a pas de double saisie, je le confirme. N'hésitez pas à nous partager vos spécificités locales ou des questions que vous pourrez vous poser par rapport à ce que vous rencontrez aujourd'hui et vos pratiques. Et également, si certains d'entre vous sont intéressés pour nous partager justement dans un futur webinaire leurs pratiques et leur façon de faire, on serait ravis de vous accueillir dans cette série de webinaires que nous sommes en train de mettre en place.
Il est 51, je vois qu'on s'était donné 3/4 d'heure, 1 heure, je crois. Peut-être un dernier mot, Fanny et Florence, de fin. Votre ressenti et après 2 ans de transformation intense, c'est quoi l'avenir de votre établissement? On aime bien dire avec Florence qu'on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Je pense que là, clairement, si on dit à l'équipe, on enlève Curcol, vous allez rappeler tous les patients. Je pense qu'ils vont tous démissionner. Moi, je trouve que c'est super. Hein. Je ne sais même pas comment on faisait, comment elle faisait, parce que globalement, ce n'était pas moi, mais pour appeler tous les patients, leur dire de venir, ils ne répondaient pas, il fallait les rappeler. Franchement, moi, je vois l'évolution pendant la consultation d'anesthésie où avant, ils demandaient tout le temps comment on va être au courant. Alors, je leur disais, l'agent d'accueil va vous appeler la veille pour vous dire à quelle heure vous êtes convoqué. Là, on a quand même un système de SMS pré-op qui fait que le patient ne peut pas oublier son rendez-vous. Hein. Avant, il oubliait quand même, parce qu'en fait, l'agent d'accueil appelait la veille. S'il ne recevait pas le message, le patient ne venait pas. Donc, on a un nombre de perdus de vue aussi, ça, on ne l'a pas dit. On a un nombre de perdus de vue qui a diminué, parce qu'en fait, globalement, ils sont harcelés de SMS Curcol. Donc, le jour même, je pense qu'ils viennent. Hein. Et voilà, le retour en arrière n'est pas possible. Et la qualité des soins et la traçabilité et c'est amélioré. C'est super. C'est ce qu'on cherchait. Et Florence, comment tu dois préparer ta future certification? Je crois qu'elle a lieu l'année prochaine. Moi, c'est vraiment très. Je n'ai pas d'angoisse du tout par rapport à ça. Je pense qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. On a bien sécurisé la prise en charge du patient grâce à Curcol. Et ça, c'est important. Avant, je vais raconter une anecdote. On avait à peu près, on nous demandait tous les ans d'étudier 100 dossiers patients. Donc, vous imaginez, pour le cadre, pour l'infirmière qui participe, franchement, c'était 1 mois d'études de dossier et tout rentrer. Et puis là, maintenant qu'on a mis Curcol, on a sécurisé la prise en charge du patient et on nous a dit, écoutez, maintenant, il n'y a vraiment rien à dire. Et voilà, nous voilà tranquilles. Il n'y a plus de nécessité de faire ces 100 dossiers. Voilà. Donc, j'ai compris que tu as gagné 1 mois de travail. J'ai gagné 1 mois de travail. Tu as gagné 1 mois de vacances. 1 mois de vacances. Que j'ai pu remettre dans autre chose. Voilà. Okay. C'est important. Et puis, je pense que sur la cohésion d'équipe, c'est le fait de faire des débriefings, des réunions, des petites formations, tout ça auprès du personnel, de démystifier tout cet outil, de les impliquer. Et il y a une forme de reconnaissance. Et c'est très bon pour la cohésion d'équipe. Enfin, moi, en tout cas, en tant que manager, c'est comme ça que je le ressens. Okay. Donc, je retiens effectivement cohésion d'équipe, préparation de certification allégée et 1 mois de vacances gagné pour toi. Et ce qu'on souhaite effectivement à la majorité, c'est de gagner ces fameux 1 mois de vacances pour mieux préparer leur certification. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire qui est juste le début d'une longue série de petits webinaires sur des petites thématiques pour vous aider à préparer votre certification HAS. Et bien sûr, on reste disponible si vous voulez découvrir un peu plus notre méthodologie, également l'outil en tant que tel pour faire une démonstration. Je me permets quand même de vous partager quand même mes coordonnées. Vous pourrez très bien donc soit me contacter par mail ou tout simplement sur le site internet. Vous pourrez rapidement prendre une démo, en tout cas une date pour une démonstration. Au plaisir. Merci à tous et bon déjeuner. Au revoir. Au revoir.